Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Linda Witt. Je suis la présidente de la Fédération des Alliances françaises USA. Pour commencer, j'aimerais reconnaître Melissa Sora qui travaille avec moi. Elle est notre National Programs Administrator. C'est elle qui gère toute la technologie de l'événement aujourd'hui. Le diapo, Melissa? Merci. Cette présentation est organisée par la Fédération des... Et le suivant, merci. Cette présentation est organisée par la Fédération des Alliances françaises USA avec le soutien précieux de deux groupes, la Fondation de Jane M. et Bruce Robert, ainsi que la Renaissance française USA. Merci beaucoup à toutes les deux. Je profite de cette occasion pour vous signaler d'autres événements, le prochain, merci, qui auront lieu en mars et en avril. Vous trouverez les détails sur le site Alliance française USA. Certains sont en français, d'autres en anglais. Tous ces événements sont gratuits aux membres de l'Alliance française et de la ATF. Le suivant. Quelques mots maintenant pour vous signaler quelques mots maintenant sur le format et les points techniques. Pardon. Veuillez garder vos micros éteints pendant la présentation. Mettez vos commentaires ou vos questions dans le chat, bien sûr. Sélectionnez l'option Speaker. Vous pouvez, depuis votre ordinateur, élargir les images pendant la présentation. Et en cas de problème technique, relancez le lien original pour rejoindre la session. Je dois vous signaler en avance que nous sommes en train d'enregistrer cette session afin de pouvoir offrir le replay plus tard. Enfin, la durée aujourd'hui sera d'1 heure, peut-être un peu plus. Et le suivant. Merci, Melissa. J'ai l'honneur de vous présenter maintenant André Nerman. André est comédien, metteur en scène et chanteur. Né à Biarritz, après les études universitaires à Bordeaux et ses premières expériences théâtrales à Biarritz, André est monté à Paris où il a suivi des cours d'art dramatique, Raymond Girard et Jean Darnel, l'atelier Alain Hillel, ainsi que l'école Étienne Decroux. Engagé tout d'abord par une compagnie de classiques, les engagements importants au théâtre ont suivi au cours des années, ainsi que des rôles à la télévision. Dans les années 90, André a déménagé aux États-Unis. Actuellement, il est entre les deux pays car il a beaucoup de projets à Paris et il se trouve bloqué par la pandémie. Et maintenant, je passe la parole à Jane Robert, qui connaît André et son travail dans le réseau des Alliances françaises depuis longtemps. Bonjour, je m'appelle Jane Robert. Je réside à Saint-Louis, dans le Missouri. Et André est passé à Saint-Louis de plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et avant ça, il y avait une autre troupe de théâtre qui un peu dévançait André. Donc, ça fait une relation théâtrale de plus de 40 ans. Alors, je veux dire plusieurs choses sur André, que je connais personnellement depuis longtemps. Et c'est qu'il a plusieurs qualités. Je vais en parler de 3. Il est authentique, c'est-à-dire c'est un vrai acteur parisien avec une formation traditionnelle. Donc, nous sommes gâtés par cet aspect. André, à son crédit, et ce qui est très apprécié, il est très, très flexible. C'est qu'il faut être avec les Alliances françaises. Il traverse les États-Unis de New York en Californie selon les emplois du temps des Alliances françaises, leurs membres, les étudiants et leurs profs. Il accepte de jouer dans des réfectoires, des basketball courts, de vrais théâtres, de beaux théâtres,
et les mini-micro-théâtres des Alliances françaises quand il y en a. André est généreux. Il accepte de se loger selon les convenances de chaque ville. Ça ne pense pas au Ritz Hotel. Il est souvent accueilli dans les familles généreuses. Mais souvent, et parfois ça arrive, il vient avec une autre actrice. Alors, c'est toujours que madame, elle a la chambre et André, le canapé. Et il accepte ça depuis toujours et c'est sympathique. André accueille chaleureusement les professeurs et les étudiants pour les séances de théâtre, ce qu'on appelle des workshops, et des conversations sur le théâtre à tous les niveaux. Quelle chance que nous avons d'avoir André parmi nous aujourd'hui. Merci. Merci Jeanne, merci beaucoup. Et maintenant, c'est à André la parole. Alors, un grand merci, Jane, merci, Linda, merci. J'ai beaucoup souri pendant ce que Jane disait sur la tournée parce que ça me faisait penser à Molière, parce que les choses n'ont pas tant changé que ça. Alors, on a tout dit sur Molière, on a tout écrit. Molière est certainement l'auteur francophone le plus joué dans le monde. Il a tellement été joué que depuis des décennies, les metteurs en scène essayent de toujours renouveler le genre, de donner leur propre vision, leur propre message, et très souvent en transposant les pièces dans le monde contemporain. Bien sûr, dans l'idée de montrer à quel point Molière est toujours actuel. Alors, est-ce pertinent? Bien sûr, à mon sens. Mais je voudrais rebondir sur l'actualité. Il y a eu très récemment une proposition du Centre international du théâtre francophone qui, en s'associant avec la Comédie Française, veulent charger des auteurs de simplifier le théâtre de Molière pour le rendre plus accessible dans l'apprentissage et notamment à l'étranger. Alors, ayant moi-même beaucoup travaillé, comme Jane en parlait tout à l'heure, avec des étudiants américains, je pense personnellement que justement la langue de Molière reste étonnamment moderne. Et puis n'oublions pas que c'est du théâtre. Derrière les mots quelquefois désuets et les phrases complexes, il y a des intentions simples et les acteurs sont là pour les exprimer. Donc à mon avis, pas plus qu'on ne devrait simplifier Ruthbeuf, qui a écrit au Moyen-Âge, ou bien Ionesco, qui est très compliqué aussi. Pourquoi ne pas garder Molière dans son intégralité, dans exactement ce qu'il a écrit? Voilà, je pense qu'il est toujours et décidément contemporain. Et ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors, comment cette œuvre écrite dans un monde tellement différent du nôtre, le XVIIe siècle, a-t-il si bien traversé le temps? Nous allons voir ça à travers la vie et l'œuvre de Molière, brièvement bien sûr. Alors, Jean-Baptiste Poquelin est né en janvier 1622 dans une famille bourgeoise. En effet, son père Jean Poquelin était tapissier, grand bourgeois de Paris, et sa mère était aussi fille de tapissier. Il n'y a rien dans l'hérédité de Molière qui le prédisposait à devenir un comédien et un auteur de théâtre. Alors Molière, le petit Jean-Baptiste, a perdu sa mère très tôt, à l'âge de 10 ans. Et il en a été tellement affecté, d'après les petits témoignages que nous en avons, qu'il est resté mélancolique toute sa vie et avec un besoin presque maladif d'être aimé. Voilà le petit Jean-Baptiste dans le film magnifique Molière d'Ariane Mouchkine avec sa mère. Alors heureusement, il avait un grand-père qui est devenu son confident et son principal soutien. Un grand-père qui l'a aussi emmené au théâtre et qui l'a aidé à convaincre son père de faire des études poussées pour devenir avocat. Molière aurait pu suivre la trace familiale et récupérer le négoce. Jean Poquelin, d'ailleurs, son père, obtiendra la charge de valet de chambre tapissier ordinaire du roi.
Et au collège de Clermont, Molière prête serment pour récupérer cette charge. Alors au collège, Molière fait des rencontres qui vont être décisives pour sa vie et sa carrière. Chapelle, le fils du célèbre L'Huillier, le fameux Cyrano de Bergerac et le prince de Conti, le frère du grand Condé. Alors entre-temps, au cours d'un voyage à Narbonne, ou peut-être même à Paris, ce n'est pas très clair, il rencontre Madeleine Béjart. Madeleine Béjart est une actrice qui fait partie d'une tribu de comédiens, voilà Madeleine Béjart, les Béjart. Ils tombent amoureux l'un de l'autre. Molière se passionne déjà pour le théâtre et la tragédie très en vogue, mais aussi pour la commedia dell'arte italienne de Scaramouche qui triomphe à Paris. Il faut savoir qu'il n'y a que 3 compagnies théâtrales à l'époque à Paris, l'Hôtel de Bourgogne, le Marais et en alternance les Italiens de Scaramouche. Et aux côtés de Madeleine, pris par la passion du théâtre, Jean-Baptiste décide de renoncer à sa charge de valet de chambre au tapissier du roi, de renoncer aussi à ses études d'avocat, et il décide de devenir acteur au grand désespoir de son père, car dans ces grandes familles bourgeoises, être acteur était une totale déchéance. Pourtant, à cette époque, le cardinal Richelieu protégeait les comédiens. Il aimait le théâtre, écrivait lui-même des pièces de théâtre. Alors, une petite anecdote, j'ai joué moi-même dans une pièce écrite par Richelieu, c'était en 1998, à l'Hôtel de la Monnaie à Paris, une pièce qui s'appelait Europe, justement pour célébrer la venue de l'euro en Europe, justement. Et il y a eu un édit en 1641 pour réhabiliter la profession des comédiens. Mais pour la grande bourgeoisie et surtout pour l'Église, les comédiens restent des pestiférés. Malgré tout, le 30 juin 1643, Madeleine et Jean-Baptiste créent leur compagnie, l'Illustre Théâtre. Et ils vont, la voilà Scaramouche et la Commedia dell'arte, ils vont louer une salle à Paris, la salle du jeu de paume. Comme c'était une salle où on pouvait pratiquer les raquettes un peu comme la pelote basque au Pays basque, ça pouvait convenir aussi pour être transformé en une salle de théâtre. Alors malheureusement, ça a été un échec. La troupe s'est révélée médiocre. Seule Madeleine brille, c'est une tragédienne exceptionnelle, d'une grande beauté. Et Molière lui-même ne semble valable que dans la comédie. Il croule sous les dettes. C'est une catastrophe et Molière est même emprisonné quelque temps. Pas très longtemps, heureusement, il sera vite libéré. Et que faire? Alors il tente le tout pour le tout. Madeleine et lui, avec l'Illustre Théâtre, tentent de partir sur les routes. Une vie de tournée itinérante qui va durer 12 ans. Alors sur cette image que je vais vous montrer, voilà à quoi ça pouvait ressembler. Encore un extrait du film Molière d'Ariane Mouchkine. 12 ans de galère, on dirait aujourd'hui, mais qui a été certainement pour Molière une vraie chance. Pourquoi? D'une part, ça lui a évité de faire une carrière superficielle dans les mondanités, dans les salons parisiens, surtout à une époque très trouble, avec la Fronde, avant que Louis XIV était encore tout petit, après la mort de Louis XIII. Donc c'était une période très compliquée. Et puis surtout, Molière, sur les routes, il a appris son métier de comédien en se frottant à un public difficile, ingrat, qui souvent ne parlait pas français. Et puis surtout, il a côtoyé la vie réelle du peuple, la réalité du pays, la misère, la famine, les épidémies. Il apprend la vie réelle. Et cette expérience sera fondamentale pour le futur auteur qu'il sera. Voilà déjà une clé qui peut nous aider à comprendre à quel point Molière nous parle encore aujourd'hui. Il a plongé dans la réalité sociale du pays. Il n'est pas resté dans un monde protégé, le monde de la haute société précieuse du XVIIe siècle. Un monde qu'on appellerait aujourd'hui snob, élitaire, de l'entre-soi. Alors, auteur comique, il n'a pas évoqué directement la misère du peuple, mais on le sent solidaire. Les valets et les servantes ont très souvent le beau rôle,
Et puis surtout, il leur prête une générosité, un bon sens qu'il oppose à tous les travers de la haute société, leurs vices, leur égoïsme. Enfin, sur les routes, malgré les difficultés, Molière a eu beaucoup de chance. Le destin devait un jour le ramener à Paris. Alors en 1652, il arrive à Lyon, où triomphent les Italiens. Ils sont très proches de l'Italie, en quelque sorte. Mais la troupe fait des progrès et Molière a du succès. Et puis surtout, le hasard fait que la troupe est engagée par la maîtresse du prince de Conti, que Molière a très bien connu au collège de Clermont. Et voilà qu'après quelques difficultés, la troupe se trouve sous la protection du prince de Conti. C'était comme ça que les troupes survivaient à l'époque. Il fallait que des princes, des aristocrates s'occupent d'elles, les subventionnent. Remarquez, ça n'a pas beaucoup changé. Sans les subventions d'État, sans les fondations, sans les grosses productions, malheureusement, aujourd'hui encore, les compagnies de théâtre ont beaucoup de mal à vivre. Alors donc, pendant 3 ans, ils ont joué essentiellement dans le sud-ouest, Bordeaux, Narbonne, Béziers, Agen. Et Molière, surtout, écrit ses premières pièces, L'étourdi et le dépit amoureux. Et puis, au bout de 3 ans, le fantasque prince de Conti, qui avait une vie plutôt libertine, se convertit et devient un bigot, et il congédie les comédiens. Peut-être il est temps pour Molière de tourner la page et de retourner à Paris. En 1658, la troupe retourne à Paris et il loue la salle du jeu de paume du Marais. Mais Molière a préparé son retour. Il a fait plusieurs allées et venues pour rencontrer des gens de la cour. Et là, encore une chance qui s'est offerte à lui. Il se trouve que l'abbé de Coznac, qui était l'amuseur du prince de Conti, est à présent le confesseur de Monsieur le frère du tout jeune roi Louis XIV. Et grâce à lui, la troupe devient la troupe de Monsieur. Et le 26 octobre 1658, il faut faire ses preuves, Molière joue sa carrière. Représentation devant le roi, le très jeune Louis XIV. Une tragédie en première partie laisse le roi et la cour très mitigés. Alors, Molière tente le tout pour le tout. Il se dit, on va essayer une farce. Le docteur amoureux, une farce improvisée à la manière des Italiens. Et là, Molière va faire une performance certainement extraordinaire. Et je vais vous montrer à quoi ça pouvait ressembler avec Philippe Cobert dans le film d'Ariane Mouchkine, quand il joue cette scène de façon exceptionnelle. Je l'arrête! Sacrifice! Ganare il sacrifice! Pas ganare il sacrifice! Oh, alors! Travail! Au travail! Allez, au travail! Au travail, papa! Le roi est conquis, on le voit rire sur la vidéo, et offre à Molière la salle du Palais Bourbon, que voilà. Et alors les pièces vont s'enchaîner avec la représentation de L'étourdi. Molière obtient un triomphe. Et il est encore une fois particulièrement époustouflant dans le rôle de Mascari. Alors, Molière a su s'inspirer de la Commedia dell'arte et de Scaramouche,
Mais il va apporter progressivement dans ses farces un vrai texte, avec le langage normal de l'époque. Le public entend sa propre langue. En fait, Molière va créer un genre nouveau. La comédie telle que nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire qui raconte une histoire plausible avec des situations vraisemblables mais comiques. Et l'écart, grâce à lui, l'écart qu'il y avait entre la tragédie art noble et sophistiqué et la farce destinée au tréteau de foire, cet écart va diminuer. Alors, une remarque également à propos de Molière, qui avait la réputation à l'époque d'être un mauvais tragédien. L'était-il vraiment? Je ne le crois pas. Molière revendiquait une technique de jeu nouvelle, c'est-à-dire qu'il pensait que la tragédie, il fallait la jouer naturellement. Alors qu'à l'époque, la tragédie était jouée de façon très emphatique. D'ailleurs, il s'en moque dans Les Précieuses Ridicules, où il parle de ces acteurs qui font ronfler les vers et s'arrêtent au bon endroit. Et en ça, je pense que Molière était effectivement en avance sur son temps. On peut parler d'une modernité de style. Alors justement, en novembre 1659, il présente Les Précieuses Ridicules. Un triomphe. Et là, Molière s'en prend à la haute société. C'est une charge sociale. Il devient un auteur critique. Et bien entendu, en ça, il est tout à fait contemporain, car la critique des élites et du snobisme peut se retrouver à toutes les époques. Et il n'est rien de plus facile que de transposer ces situations. Nous allons voir Les Précieuses Ridicules. Là, c'est à la Comédie Française dans une mise en scène de Boutet, dans une mise en scène d'ailleurs assez traditionnelle, mais vous allez voir qu'on peut jouer aussi Les Précieuses Ridicules de façon extrêmement moderne, comme dans cette version punk. Et la pièce fonctionne de la même façon. Mais le succès de Molière et la protection du roi provoquent des jalousies, et les ennemis sont nombreux. On estime que Molière est un bon comédien, un bon mime, mais les lettrés de la capitale minimisent ses textes. Et les rivaux de l'Hôtel de Bourgogne et du Marot sont extrêmement jaloux. Et les ennemis vont s'acharner contre Molière au point que par un subterfuge, ils vont réussir à faire démolir le théâtre du Palais Bourbon. Qu'à cela ne tienne, le roi, qui peut beaucoup de choses, leur trouve une autre salle, la salle du Palais Royal. Voilà. Ah, pardon, petite erreur. Je recommence. Ah, la technique. Voilà la salle du Palais Royal. Et alors, Molière s'affirme en tant que chef de troupe et il essaie d'instaurer avec sa troupe une vraie camaraderie et même une forme de démocratie avec son fidèle lieutenant Lagrange qui l'a suivi pendant toute sa carrière et qui tenait une sorte de journal de bord. Il écrivait tout ce qui se passe dans la compagnie. Ce qui a donné beaucoup d'indications parce que Molière lui-même n'a jamais rien écrit d'autre que ses propres pièces. On n'a aucune trace de ses écrits-ci. Alors son quotidien est fait de 1000 problèmes à régler et tout ça fait de lui un personnage très ancré dans la réalité, loin des marquis de salon et des tragédiens prétentieux. Et voilà qui le rapproche aussi certainement de notre monde et de notre réalité, car le travail de troupe au XVIIe siècle et aujourd'hui, je peux vous dire que ça n'a pas tellement changé. Molière enchaîne les succès, mais aussi les échecs. Don Garci de Navarre est un four, mais il se rattrape avec l'École des Maris. Une pièce qui reste une farce, mais dans laquelle le futur auteur de comédie plus élaboré se profile. Nous sommes en 1661. Alors, la protection fidèle de Louis XIV a permis à Molière de s'épanouir et de devenir le grand auteur qu'il est devenu, mais en contrepartie, Molière a dû être au service du roi
et un bon nombre de ces pièces sont des commandes. Oui, le roi a besoin de grands événements prestigieux mêlant théâtre, danse, musique, avec des machineries compliquées. L'intrigue n'est guère très importante, c'est le spectacle qui compte. Et c'est dans cet esprit que Molière va écrire Les Fâcheux, pour l'inauguration du théâtre de château de Vaux que voici devant le roi et la cour. Et là, il inaugure par hasard un genre nouveau, la comédie-ballet. Par hasard parce qu'il y avait de la danse, il y avait la pièce de Molière, et il fallait combiner tout ça, et ça s'est fait un petit peu au dernier moment. Et ce genre va perdurer, et le roi fera régulièrement appel à Molière pour retrouver ce genre d'événements par la suite. Alors, grâce à son langage simple, mais en même temps très brillant, Molière réussit ce tour de force de plaire autant au parterre qu'au roi. Alors, le parterre, c'est cet espace qu'il y avait dans les théâtres à l'époque, qui est l'orchestre de maintenant, c'est-à-dire juste devant la scène, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de siège, et c'était le public populaire qui était là, debout, qui déambulait. Les aristocrates, les lettrés, les bourgeois étaient dans les loges, ou quelquefois même sur la scène. Et donc, très souvent, les tragédies compliquées plaisaient bien sûr aux personnes qui étaient dans les loges et moins au parterre, et puis les farces plaisaient au parterre et moins au public qui était dans les loges, tandis que Molière, il a plu à tout le monde. Et c'était devenu très difficile pour la haute société de critiquer quelqu'un qui fait applaudir le parterre et qui en même temps plaît au roi. Alors, si Molière a beaucoup de détracteurs parmi les lettrés, il aura le soutien et l'admiration de grandes personnalités telles que Boileau et La Fontaine. Et puis, il va y avoir un tournant dans l'œuvre de Molière. Le 26 décembre 1662, c'est la création de l'École des femmes. Un triomphe. Mais surtout, avec l'École des femmes, c'est l'avènement d'un genre nouveau. La comédie est là bien loin des farces simplistes du début. Dans cette pièce, les personnages sont extraordinairement riches, complexes. Ils révèlent que Molière a étudié en profondeur et avait beaucoup de justesse leur psychologie. Oui, c'est une histoire d'un vieux monsieur gardant sous sa tutelle une toute jeune fille en la coupant du monde extérieur pour se protéger des rivaux. Comme il dit, épouser une sotte pour n'être point sot. Évidemment, il aura bien des démoires. Et Molière, féministe de l'époque, prend la défense de l'émancipation des jeunes filles et de leur liberté de choix amoureux. Et quel que soit le contexte et l'époque, la psychologie a les mêmes ressorts. Et le spectateur des années 2000 s'y retrouve complètement. En 1973, on découvrait l'extraordinaire Isabelle Adjani. Elle avait à peine 17 ans quand elle joue Agnès à la Comédie Française, avec Pierre Dux dans le rôle d'Arnolphe. Mais la mise en scène est traditionnelle. Et très récemment, en 2018, à l'Odéon, Stéphane Braunschweig a fait une mise en scène très moderne et on voit une Agnès qui ressemble à une adolescente d'aujourd'hui. Le public est toujours aussi conquis. Et la pièce est toujours aussi puissante. Mais malgré son succès populaire, l'École des femmes a été immédiatement contestée. On parle de vulgarité, de sensualité inconvenante, et surtout les dévots crient à l'immoralité. Et puis, il y a les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, jaloux, et leur grande star Montfleury qui déteste Molière. Et la calomnie va aller très loin. En fait, on se croirait sur les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Il y a en effet une coïncidence entre cette pièce et la vie privée de Molière. Il vient d'épouser Armande Béjart, la jeune sœur de Madeleine, mais de 20 ans sa cadette. Et on a soupçonné Molière d'avoir épousé la fille de Madeleine, voire sa propre fille. Et Montfleury fait une requête
au roi, accusant Molière d'un amour incestueux. Le roi n'y prêtera pas attention. Il n'y a que 4 troupes à Paris à cette époque, et les rivalités sont terribles. Molière répondra à ses détracteurs par une pièce, La critique de l'école des femmes. Et l'Hôtel de Bourgogne répondra à la critique de l'école des femmes par une autre pièce, à laquelle Molière répondra de nouveau par une nouvelle pièce, L'impromptu de Versailles, où là, Molière et les acteurs jouent leur propre rôle. Bien avant Pirandello et de nombreuses pièces contemporaines, Molière joue ce qu'il est, l'auteur et le metteur en scène en proie avec ses comédiens et les attentes du public. Même si ce procédé était utilisé à l'époque, quelquefois, mais Molière l'a poussé très loin. Et alors ce texte nous apprend beaucoup sur la façon dont Molière faisait travailler ses comédiens. Intelligence, précision, vérité des personnages, en somme, une approche du jeu très moderne, peut-être pas encore l'acteur studio, mais encore une fois très contemporaine. Alors Molière est malgré tout très blessé par toutes ces attaques. Peu importe, il continue sa route avec acharnement. En 1664, il a un fils, Louis, mais qui ne vivra que 10 mois, ce qui était assez fréquent à l'époque. Et en même temps, il commence à écrire son grand ouvrage, Le Tartuffe. Ce Tartuffe qui va provoquer une seconde querelle encore beaucoup plus douloureuse que la première. Molière ne supporte pas l'hypocrisie, et en particulier chez beaucoup de dévots, ces défenseurs de la morale religieuse qui vivent à l'inverse de ce qu'il préconise. Tartuffe, ce faux dévot qui prend le pouvoir sur toute une famille, s'offusque auprès de la servante, la fameuse réplique « Couvrez ce sein que je ne saurais voir », mais courtise la femme du maître de maison en disant « Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme ». Et cet esprit critique si courant aujourd'hui ne l'est pas à cette époque, même chez des lettrés qui ne veulent prendre aucun risque vis-à-vis de la puissante Église, de peur de perdre leurs privilèges. Molière sait ce qu'il risque. Non, il a pour lui, il est vrai, la protection du roi qui lui-même est en conflit avec le pape Alexandre VI et en conflit aussi contre les dévots qui sont scandalisés de l'indécence de sa vie privée. Et alors en 1664, Louis XIV se lance dans l'agrandissement de Versailles en guise d'offrande pour sa nouvelle favorite, Louise de la Vallière, mais aussi bien sûr pour sa propre gloire et pour la grandeur symbolique de la France. Et il veut y organiser une fête splendide. Il mobilise Molière, Lully, le célèbre compositeur et musicien, Lebrun, maître des pierres, et Viganary, le spécialiste des machineries compliquées. Et Molière écrit « Les plaisirs de l'île enchantée », un divertissement féerique qui durera 1 semaine. Alors vous voyez, c'est absolument prodigieux, des décors incroyables à l'extérieur de Versailles. C'est un immense succès. Œuvre de commande, la pièce de Molière ne présente pas beaucoup d'intérêt, mais les comédiens se font remarquer, et en particulier Armande Béjart dans La princesse d'Élide. Très jolie jeune femme, elle devient une petite star et attise toutes les convoitises. Et Molière en a certainement souffert. Alors voilà un feu d'artifice. La princesse d'Élide à l'intérieur de Versailles. Alors cette pièce n'a que très rarement été reprise à l'époque contemporaine, mais Maurice Béjart, notre célèbre chorégraphe, en a fait une très belle mise en scène en 1980. Et au 6e jour de cette semaine féerique, Molière présente pour la première fois le Tartuffe, ou tout au moins sa première version appelée l'Hypocrite. Première version d'ailleurs dont il ne reste aucune trace. C'est un succès, mais les représentants de l'Église sont furieux, et c'est la cabale des dévots, conduite par l'archevêque de Paris
et le curé de Saint-Barthélemy qui crie à l'attentat « sacrilège ». Ils vont tout faire pour abattre Molière. Et Louis XIV ne peut rien faire d'autre qu'interdire la pièce. Mais il garde à Molière toute son estime. Molière essaie de se justifier en précisant qu'il n'attaque pas l'Église, mais l'hypocrisie qu'il considère comme un des vices les plus dangereux. La vérité, c'est que le texte de Molière est si percutant que tout le monde s'y retrouve. D'ailleurs, à l'époque, les jésuites pensent que Molière dénonce les jansénistes et les jansénistes pensent que Molière dénonce les jésuites. Et aujourd'hui, bien sûr, on découvre particulièrement à quel point de nombreux directeurs de conscience de toutes sortes se trouvent eux-mêmes accusés de ce qu'ils dénoncent chez les autres, et ça va vite avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Et le nom même de Tartuffe est passé dans le langage courant. Alors au XXe siècle, tenons le Tartuffe monté avec bonheur par Jean-Paul Roussy en 1980 et à la Comédie Française en 1983, une très belle mise en scène avec Jean-Luc Boutet dans le rôle, on aperçoit Jean Le Poulain derrière. En 1995, Ariane Mouchkine ose un Tartuffe intégriste au Moyen-Orient. Les plus grands acteurs veulent jouer le rôle, comme Gérard Depardieu au Théâtre national de Strasbourg en 1983. Et puis alors, au Festival d'Avignon 2018, un Lituanien fait une mise en scène extravagante où Orgon consulte sa page Facebook et on y fait même allusion à Donald Trump. Voilà, la lutte est engagée. Molière ne craint pas le bûcher, mais l'excommunication et l'interdiction de monter sur les planches, donc la ruine. Heureusement, Molière a des amis, les salons mondains, qu'il a pourtant décriés. Et puis ses fidèles, Boileau, La Fontaine, Chapelle, le jeune Racine et le prince de Condé. Molière continue la lutte. Alors, est-ce pour contourner cette interdiction qu'il se lance dans un nouveau projet? En écrivant Don Juan, il y avait d'autres pièces à l'époque sur Don Juan, c'était un thème assez classique. Mais il va exprimer à sa façon à nouveau les idées défendues dans Tartuffe. Et de façon encore plus virulente, mais moins directement pointée chez les dévots, il espère ne pas être attaqué. Molière se moque de toutes les conventions. Il n'y a pas d'unité de lieu, la pièce est écrite en prose, Don Juan est toujours en mouvement, malgré le contexte vaguement historique. Il y a quelque chose d'intemporel qui fait de cette pièce une pièce quasiment contemporaine. Elle est créée le 15 février 1665. C'est un succès incontestable. Mais encore une fois, la pièce choque les dévots. Molière a cru les rassurer sur ses bonnes intentions. Il foudroie Don Juan à la fin, ce coureur de jupons qui ne croyait qu'à 1 et 1 font 2 et 2 et 2 font 4. Et il y a trop d'équivoques. La pièce est restée assez peu à l'affiche. Y a-t-il eu intervention du roi? On ne sait pas. Et alors, curieusement, cette pièce a été délaissée pendant très longtemps. Il a fallu attendre Louis Jouvet en 1947, et puis Villars après lui, pour que la pièce retrouve son label de chef-d'œuvre au même titre que le Tartuffe ou le Misanthrope. Oui, cette photo de Louis Jouvet, je pense que beaucoup de gens, du moins de ma génération, la connaissent parce qu'elle était sur les petits Larousse classiques qu'on nous donnait à l'école. Voilà, il y a eu beaucoup d'adaptations de Don Juan, une très belle adaptation télévisée avec Piccoli et Brasseur en 1965. Chéreau en 1970, juste après 68, lui donne un contenu marxiste. Là, Pierre Arditi et Marcel Maréchal. Et très récemment, une mise en scène très originale de Jean-Pierre Daguerre au théâtre Le Ranelagh à Paris, où toute la pièce a lieu dans un cirque. Pourquoi pas? La pièce marche de toute façon. Alors,
avec mon ami et comédien Pascal Taureau, qui a eu la gentillesse de braver le couvre-feu ce soir, parce que normalement à 18h fini, nous allons vous présenter un extrait en vous montrant comment le texte de Molière peut s'adapter à notre époque. En effet, dans cette scène, mon cher Pascal, Don Juan parle à son père, il est en compagnie de Sganarelle, son valet. Pourquoi il ne lui parlerait pas dans un téléphone portable? Oui, vous me voyez revenu de toutes mes erreurs. Je ne suis plus le même d'hier au soir et le ciel, tout d'un coup, a fait un changement en moi qui va surprendre tout le monde. Je vais réparer le scandale de mes actions passées et m'efforcer d'en obtenir du ciel une pleine rémission. Monsieur, que j'ai de joie à vous voir converti. Il y a longtemps que j'attendais cela. Et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. La peste le bennet. Comment le bennet? Quoi, tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire et tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur? Quoi? Vous ne... Ce n'est pas votre... Oh, quel homme! Quel homme! Quel homme! Non, non, je ne suis point changé, mes sentiments sont toujours les mêmes. Vous ne vous rendez pas à cette surprenante merveille de cette statue mouvante et parlante? Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Mais quoi que ça puisse être, cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Et si j'ai dit que je voulais corriger ma conduite et me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessein que j'ai conçu par pure politique. Quoi? Vous ne croyez rien du tout et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien? Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié, qui de sa main ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. Merci Pascal. Voilà. Ce discours aujourd'hui aurait tout à fait sa place. Période difficile pour Molière. Le roi le soutient toujours, mais de loin, les faux dévots triomphent. Molière est fatigué et vieillissant. Et Armande, elle s'épanouit et se plaît parmi les jeunes gens mondains et élégants comme elle. Elle joue à la coquette. Molière s'enferme dans son cabinet de travail. L'année 1665 voit malgré tout deux bonnes nouvelles. Au mois d'août, la naissance de leur fille, Esprit-Madeleine, qui survivra. Et la troupe de monsieur devient la troupe du roi au palais royal, un beau geste de Louis XIV. Et la santé de Molière se dégrade. Il a des problèmes pulmonaires. Et Armande est en pleine jeunesse. Il devient à son tour un mari jaloux, grincheux, soupçonneux. La mésentente entre les époux s'aggrave et à la fin de l'année, c'est la rupture. Autre déboire, Molière joue Alexandre le Grand de Racine, mais comme à son habitude, en avance sur son temps, il demande à ses acteurs de jouer naturellement. Ça ne plaît pas à Racine, qui décide de confier la pièce à l'Hôtel de Bourgogne, et en plus de ça, lui prend une de ses meilleures actrices, la Duparc. Molière se sent trahi. Et c'est dans ce contexte que Molière écrit « Le misanthrope ».
Tout comme dans l'école des femmes, il y a une similitude entre la pièce et ce que vit Molière avec Armande. Il y exprime sa souffrance et sa jalousie à travers cette relation d'Alceste et de Célimène. Alceste fou, amoureux et jaloux de cette jeune veuve coquette et mondaine. Et puis il exprime aussi sa colère contre toutes ces convenances de la haute société et toutes ces hypocrisies. Il faut aussi relier cette pièce à la notion d'honnête homme du XVIIe siècle. Alceste en est l'extrême dans son intransigeance et son ami Philinte l'exemple parfait dans sa mesure. Molière est intellectuellement un modéré, admirateur de Descartes, partisan du juste milieu comme Philinte, et extrême dans ses sentiments et ses émotions comme Alceste. À sa création, le 4 juin 1666, le public est mitigé. La pièce trop savante déconcerte le parterre. Mais les beaux esprits s'enthousiasment et surtout Molière acquiert avec cette pièce l'estime véritable des lettrés. Molière est adulé par Voltaire qui dit que c'est une œuvre d'art incomparable, l'équivalent du Cid de Corneille et de la Bérénice de Racine. Alors c'est une pièce qui a été depuis longtemps jouée de façon moderne en complet veston, de façon un petit peu élégante. Déjà en 1958 au théâtre Marigny, dans une mise en scène de Robert Desrands. J'ai personnellement un souvenir absolument magnifique de la version de André Engel à Bobigny en 1985. Oh, pardon, là, il faut que je revienne en arrière pour vous montrer. Avec deux interprètes magnifiques, Laurence Maslia dans Célimène et Gérard de Sarthe dans Alceste. Plus récemment, c'est passé à la télévision, d'ailleurs la version de Clément Hervieux-Léger, modernisée, moins convaincante à mon avis, mais la pièce est toujours là, tout aussi passionnante. Alors on va faire à nouveau un petit extrait de Philinte et Alceste, la première scène. Je ne sais pas si vous avez vu Alceste en bicyclette. Il y avait Lambert Wilson et Lucchini qui intervertissent les rôles. On ne va pas le faire, mais c'est pour dire que Philinte et Alceste, ce sont vraiment les deux faces de Molière. Là, Philinte essaie de calmer Alceste. Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelque dehors civil, que l'usage demande. Non, vous dis-je. On devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Il y a bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à 1000 gens tout ce que d'eux on pense? Oui. Quoi? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge, il sied mal de faire la jolie et que le blanc qu'elle a scandalise chacun? Sans doute. À Dorylas qu'il est trop important et qu'il n'est à la cour oreille qu'il ne lasse à compter sa bravoure et l'éclat de sa race? Sans bien. Bon, vous vous moquez. Je ne me moque point. Je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés et la cour et la ville ne m'offrent rien comme j'ai à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne vois partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Non, tout de bon, quittez toutes ces incartades. Le monde, par vos soins, ne se changera pas. Tant mieux. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne à la comédie, et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Tant mieux, morbleu, tant mieux. C'est ce que je demande, et ma joie en est grande. Mais cette rectitude que vous voulez en tout avec exactitude, cette pleine droiture où vous vous renfermez, la trouvez-vous ici
dans ce que vous aimez. Et ce qui me surprend encore davantage, c'est cet étrange choix où votre cœur s'engage. La sincère Eliante a du penchant pour vous, la prude Arsinoé vous voit d'un œil fort doux. Cependant, à leurs vœux, votre âme se refuse, tandis qu'Ancélien, Célimène, l'amuse, de qui l'humeur coquette et l'esprit médisant semblent si fort donnés dans les mœurs d'à présent. Ne sont-ce plus défauts dans un objet si doux? Ne les voyez-vous pas? Ou les excusez-vous? Non. L'amour que je sens pour cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui trouve. Et je suis quel quart d'heure qu'elle m'ait pu donner le premier à les voir, comme à les condamner. J'ai beau voir ses défauts et j'ai beau l'en-blâmer, en dépit qu'on en ait, elle sait se faire aimer, sa grâce est la plus forte, et ma flamme de ses vices du temps pourra purger son âme. Pour moi, si je n'avais qu'à former des désirs, la cousine Eliante aurait tous mes soupirs. Son cœur qui vous estime est solide et sincère, et ce choix plus conforme était mieux votre affaire. Il est vrai, ma raison me le dit chaque jour, mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour. Merci Pascal. Alors après le misanthrope, Molière écrit Le médecin malgré lui. Il revient à la farce, au vaudeville. Sganarelle, se retrouvant médecin par hasard, se rend compte des pouvoirs de la robe noire. Molière continue de régler ses comptes avec les médecins. Il sentait les dégâts que pouvaient effectivement faire les remèdes de l'époque et qui, bien sûr, n'avaient aucun effet sur son état. Encore une fois, un corps de métier surévalué à son goût. Sganarelle du médecin dit aussi que nous fassions bien ou que nous fassions mal, nous sommes payés la même chose. Et Molière s'intéressera aux médecins éclairés de l'époque, encore une fois en avance sur son temps. Et cette année, Molière, fatigué, décide de se retirer à la campagne. Là, on voit Molière un peu vieillissant, à Auteuil. Et en 1667, Molière rechute gravement. Il a sûrement la tuberculose. Alors, il met à profit son repos forcé pour retravailler Tartuffe et essayer d'adoucir le propos. Louis XIV est d'ailleurs favorable à une reprise et le 5 août 1667, une représentation est donnée. Énorme succès. Molière exulte, mais Louis XIV n'est pas à Paris et la pièce est de nouveau interdite et encore une fois, l'archevêque menace Molière d'excommunication. Louis XIV est au zénith de son règne et commande un grand divertissement royal pour célébrer la paix d'Aix-la-Chapelle qui assure la prééminence française sur l'Europe. Molière et Lully sont en charge. Et Molière va écrire Georges Dandin, qui au départ, curieusement, est une comédie-ballet. C'est une pièce profondément dramatique et cruelle, un paysan lourdeau qui veut acquérir ses lettres de noblesse en épousant une jeune aristocrate grâce à son argent, mais cette pièce est très réussie, encore très jouée de nos jours. On peut voir là Robert Hirsch et Catherine Niégel à la Comédie Française, dans une très très belle version de Georges Dandin. Et puis Molière écrit L'Avare. Comme pour Tartuffe, Harpagon est passé dans le langage courant. Étonnante de modernité, écrite en prose, elle va déstabiliser le public, qui va lui faire un accueil mitigé. Encore une fois, la comédie frôle sans arrêt le drame. À travers cette famille, c'est toute une société que Molière dénigre. Molière manque aux convenances, et encore une fois, en ça, il est terriblement contemporain. Les personnages sont forts et nous avons pu voir des interprétations très différentes selon les acteurs et les choix de mise en scène.
En 1989, à la Comédie Française, Jean-Paul Roussillon en fait un véritable drame avec un Michel Aumont prodigieux dans le rôle. Alors, au cinéma, on a vu Louis de Funès, un grand succès, mais beaucoup plus proche de la farce, évidemment. Et puis, parmi tant d'autres, en 2015, Jean-Louis Martinelli fait une mise en scène très moderne qui dénonce le capitalisme néolibéral avec Jacques Weber dans le rôle d'Harpagon. Décidément contemporain. Alors aujourd'hui, Harpagon n'irait pas chercher sa cassette au fond du jardin, mais il irait plutôt consulter ses comptes offshore sur son ordinateur. Au voleur. Au voleur. L'assassin. Justice. Juste ciel. Je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Mais qui peut s'être? Mais où est-il? Mais qu'est-il devenu? Courir. Ne pas courir. N'est-il point là? N'est-il point ici? Mais qui est-ce? Rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi. Oh, juste ciel. Mon esprit est troublé. Hélas, mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es retiré, j'ai perdu mon support. Ma consolation, ma joie, je n'ai plus que faire au monde. Oh, c'en est fini. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il l'a dérobé? Que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on ait épié l'heure. Et justement, on a choisi le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons. Merci Pascal et bravo. Avec Pascal, nous préparons d'ailleurs un spectacle Mad Men chez Molière qui devrait tourner un jour quand la pandémie sera finie. Alors, au début de l'année 1669, le roi victorieux est devenu un monarque absolu. Les jésuites et les jansénistes sont réconciliés, le confesseur du roi est un libéral chrétien. Louis XIV décide de lever définitivement l'interdiction de jouer Tartuffe. Reprise le 5 février, c'est un immense succès qui cette fois va se prolonger très longtemps. Entre-temps, Molière a perdu son père, il s'occupe de la succession, encore des tracas. Malgré le succès de Tartuffe, Molière est fatigué, découragé, et il n'écrit pas. Mais le roi ne le lâche pas. Il veut de la nouveauté pour les festivités à venir. À Chambord, Molière s'y rend, il y est mal logé, il fait très froid et sa santé va en pâtir. Il écrit malgré tout Monsieur de Pourceaugnac, mais il devient de plus en plus irascible, odieux avec les comédiens, ses serviteurs. Il ne se sent rien d'autre qu'un bouffon.
Puis ce sont les amants magnifiques, encore imposés par le roi, dans lequel le roi lui-même monte sur les planches, comme il l'avait déjà fait. Voilà Louis XIV sur scène. Et toujours cette même année, Louis XIV reçoit l'ambassadeur du Grand Turc Soliman, ça se passe mal, il se montre très impertinent. Louis XIV commande à Molière une turquerie, c'était la façon dont on nommait ce genre de spectacle un peu exotique. Et Molière écrit Le bourgeois gentilhomme. C'est une réussite. Alors, l'intrigue est pauvre, mais le personnage central est emblématique d'une époque, de la montée de la bourgeoisie, mais aussi de toutes les époques, y compris la nôtre. Monsieur Jourdain est le type du parvenu, le nouveau riche, avec ses maladresses, son ignorance, sa prétention. Alors d'immenses acteurs tels que Rému, Louis Seigné de la Comédie Française ont incarné ce personnage. Un peu plus tard, Roland Bertin, on va voir. Voilà, Roland Bertin avec Simon Heine. Galabru jouera le rôle aussi. Mais curieusement, cette pièce a été rarement modernisée. Alors, une expérience très intéressante au Festival de Salzbourg en 2012, festival d'opéra, il y a eu un bourgeois gentilhomme très original, modernisé dans une version très kitsch. Voilà. Et alors, en 1671, pour le carnaval, Louis XIV veut ressusciter son théâtre des Tuileries laissé à l'abandon. Et il charge encore une fois Molière et Lully de créer un spectacle dont ils ont le secret. Et ce sera Psyché. Mais là, Molière est tellement fatigué, il y a tellement peu de temps qu'il ne se sent pas capable de tout écrire. Il fait appel à Corneille, qui fait écrire une grande partie de la pièce, fort réussie. Petite parenthèse, on s'est toujours demandé si Corneille n'avait pas écrit à la place de Molière. Quand on lit Corneille à côté de Molière, on se rend compte que les styles sont quand même bien différents. Alors, c'est un triomphe. Et surtout pour le couple idéal de Psyché et Cupidon, incarné par Armand Béjart et un jeune acteur prodige que je cherche, le voilà, Michel Baron. Et une histoire d'amour qui se prolonge en dehors de la scène. Molière ne semble pas trop en souffrir. Il sait que le jeune baron est très frivole, mais tout Paris en parle. Et pendant ce temps-là, Molière écrit Les fourberies de Scapin, au cas où Psyché ne marche pas à la salle du Palais Royal. Alors il reprend le canevas d'une vieille farce, pille allègrement Rotrou et Cyrano de Bergerac, la fameuse scène de la galère. Il réunit toutes les situations de bouffonnerie, les astuces du genre, et c'est une réussite. Le rythme de l'action et le caractère endiablé de Scapin devraient faire recette. Et pourtant, créé le 24 mai 1671, c'est un échec. Et apparemment, cela tient à Molière, épuisé, qui n'est plus au niveau dans le rôle de Scapin. Son jeu devient pénible à voir. Boileau écrit « Dans le sac ridicule où Scapin s'enveloppe, je ne reconnais plus l'auteur du misanthrope ». Et aujourd'hui, pourtant, Les Fourberies de Scapin fait partie des pièces les plus jouées de Molière, surtout pour le jeune public. Voilà Les Fourberies du Scapin, par Jacques Copeau en 1920, dans une mise en scène très traditionnelle. Mais de nos jours, la pièce est très souvent modernisée, comme dans cette version de Louis Bretomé, où l'action se passe en banlieue. L'échec de Scapin est heureusement compensé par le triomphe qui ne se dément pas de Psyché. Mais Armande tombe malade, il faut la remplacer. Et Molière est à ses côtés, il est attentif, il ne la quitte pas. Le jeune baron a vite fait de l'oublier. Et c'est le début d'un nouveau rapprochement entre Molière et sa jeune femme. Au même moment, Molière commence à écrire Les femmes savantes. Et pour le roi, le divertissement, la comtesse d'Escarbagnas. Mais un drame survient le 17 février 1672, Madeleine meurt.
Et c'est toute une vie d'amitié, de complicité, de joie, de lutte qui s'envole. Molière en est très affecté. En mai, la pièce Les femmes savantes est présentée au théâtre du Palais Royal. Accueil glacial. Encore une fois, il s'agit d'une pièce très achevée avec des personnages ayant une vraie psychologie. La comédie est présente surtout à travers les savantes et les pédants. Et au passage, Molière règle ses comptes avec des poètes existants. Il y a aussi de longs débats, longs et sérieux. Alors, pour en revenir au féminisme de Molière, on peut penser, mais là, il s'en prend quand même beaucoup aux femmes. C'est toujours le Molière de la mesure. Comme dit Clitandre dans la pièce, « Je comprends qu'une femme ait des clartés de tout, mais je ne lui veux pas la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. » Il y a là encore une grande modernité dans les dialogues et les rapports entre les personnages. La pièce finira par s'imposer. Elle reste une très grande réussite, souvent représentée de nos jours. En 1998, à la Comédie Française, Simon Hayne a réalisé une mise en scène remarquable en trouvant, à mon sens, le juste équilibre entre la tradition et la modernité. Mais il y a aussi des adaptations. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Un peu plus osé. Voilà une adaptation moderne et très déchantée de Masha Makeyev. Alors Molière n'est pas au bout de ses peines et de la déception. Lully manigance auprès du roi et c'est la fin d'une amitié et d'une collaboration. Une bonne nouvelle cependant pour lui, il va retrouver Armande, qui reconnaissante va de nouveau partager son lit. Elle va même lui donner un fils qui malheureusement ne vivra pas plus que 24 jours. Alors Molière, dont la santé se dégrade, s'installe rue de Richelieu dans un appartement vaste et confortable. Vieillissant, il s'y réfugie. Il est à présent enfermé en lui-même et se sent certainement au bout de sa destinée. Il est obsédé par sa maladie. C'est dans cet état qu'il écrit « Malade imaginaire ». Très belle gravure d'Honoré Daumier. Dans cette dernière pièce, il se moque de tout, de son état, de sa peur, des soins attendris d'Armande, des médecins en robe noire. Une comédie très réussie, bien que son écriture ait été laborieuse. En manque d'inspiration, il reprend intégralement une des scènes des Fourberies de Scapin. Lors de nombreuses mises en scène, mais voici un interprète inoubliable du malade imaginaire, Michel Bouquet. Et sur la scène internationale, Louis XIV paraît invincible et revient triomphant à Paris. Molière, encore une fois, va écrire pour lui plaire un prologue tout à sa gloire. Il s'accroche. Et oui, le roi, c'est sa survie, et la survie de la troupe, c'est aussi ça, Molière, un courtisan fidèle et reconnaissant. La pièce, c'est du Molière habituel, une famille sous l'emprise d'un père obsédé par sa maladie, un amour contrarié, et finalement, tout se résout grâce à un parent ou une servante. Mais sous la comédie, il s'agit encore une fois d'une condamnation sans appel de la médecine. Et quand la servante Toinette enfile une robe de médecin et examine Argan, c'est la scène d'anthologie du poumon, une farce macabre, puisque c'est du poumon que Molière souffre et c'est du poumon que Molière va mourir. Malgré son état, Molière va absolument jouer son rôle. Toute la troupe est inquiète. Mais grâce à l'adéquation du rôle et de l'état de Molière, cette fois, ça marche. Le parterre ne fait pas la différence entre le jeu et la réalité. C'est un grand succès. Mais le roi est absent. Molière en est blessé. Et le 4e jour, le 17 février 1673, un an jour pour jour après la mort de Madeleine, pris de convulsions à la fin de la pièce pendant les jureaux, Molière maquille en acteur qu'il était sa souffrance. Personne ne voit rien, mais il est ramené chez lui et il meurt en très peu de temps. Et je vais vous montrer
la façon absolument magnifique dont Ariane Mouchkine, dans son film, a illustré ce dernier voyage de Molière, du théâtre à chez lui. Molière n'est ni un saint, ni un héros, mais un homme complet, authentique, et surtout un regard fulgurant sur les hommes et les femmes qui l'entouraient, sur la société dans laquelle il a vécu, mais dont il a su percevoir l'essentiel. Sa langue n'a pas vieilli, car elle est simple, claire et naturelle. Ces personnages sont tous proches de nous, et s'ils appartiennent au XVIIe siècle, ils pourraient s'exprimer de la même façon aujourd'hui, même si la langue a évolué. Avec tous ses défauts d'homme, l'auteur est resté authentique. Et comme dit de lui Goethe, un homme pur, voilà le mot qui lui convient. Il n'y a rien de faussé, rien de déformé. Et quelle grandeur est la sienne! Et quel que soit le parti de mise en scène traditionnel, réinventé, modernisé, à partir du moment où on garde l'esprit et les intentions de Molière, sa langue est éternelle et vivante. Un jour, Salieri a conseillé à Mozart de modifier un peu sa partition. Mozart lui a répondu « Il n'y a pas une note qui ne soit pas à la bonne place. » J'en dirai autant sur l'œuvre de Molière. Il n'y a pas un mot à changer, et tout comme Mozart, son écriture nous éblouit tout autant aujourd'hui. Et comme a dit Paul Léotot, pas un mot devenu fade, pas une tournure qui vieillit, pas un trait démodé qui fasse sourire. Molière, décidément contemporain. Ah. Petit bug, merci à vous. C'est la fin de cette conférence, mais je ne me retrouve plus. C'est pas grave, André. On vous voit très bien. Voilà. Et est-ce qu'il y a des questions de l'audience? Ah, voilà. Voilà, une question. Voilà, j'ai réussi. OK, excellent. André, on a une question. Lorsque les pièces sont présentées dans une situation moderne, les metteurs en scène changent-ils l'un... pardon, j'ai perdu le... chantent-ils l'un ou l'autre des mots ou sont-ils présentés exactement tels qu'ils ont été écrits par Molière? La plupart du temps, le texte est respecté. La seule chose, c'est qu'on peut faire des coupures dans le texte. Ça se fait beaucoup. Mais la plupart du temps, le texte est intégralement respecté. OK, excellent. Moi, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce qu'on peut demander à l'audience de remettre le son, d'allumer leur micro, parce qu'on va applaudir André pour cette excellente présentation. Merci encore, André. Bravo.
Bravo. Bravo, bravo. Merci. Bravo. Bravo, Bravo. Alors, bravo. Excellent. un très grand merci de ma part à la Fédération des Alliances françaises, à Linda, à René, à Mélissa, et un grand merci aussi à Jane et Bruce pour leur soutien dans cette présentation. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et passez un bon dimanche. Merci. Merci. Au revoir.